Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Nutrition Sport Health. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être en compagnie de Florian Saffers, diététicien nutritionniste spécialisé dans tout ce qui est troubles des conduites alimentaires. Bonjour Florian. Bonjour Arthur, merci pour l'invitation. Merci à toi. C'est vraiment un plaisir de t'avoir sur mon podcast pour que tu nous partages un petit peu mon expertise des sciences comportementales par rapport à l'alimentation et au métier de diététicien. Peut-être dans un premier temps, si tu pouvais un petit peu refaire ton parcours en tant que diète, tes spécialités, ce que tu fais en fait dans ton métier, dans ton quotidien. Bien sûr. Moi, je suis diète depuis 2001 et j'ai commencé en fait après mon BTS en diététique à faire. J'ai fait une licence orientée sécurité alimentaire. Donc, mon premier job, ça a été de travailler plutôt dans le côté hygiène, côté HACCP, normes de qualité dans la restauration. Et je me suis assez vite éloigné de ça, mais en fait, ça a été ma première expérience avec le monde de la formation parce que j'ai commencé à être formateur auprès de cuisinier. Et c'est intéressant parce que à ce moment-là, je me suis rendu compte que finalement, pour faire changer des cuisiniers, il fallait pas simplement leur donner de l'information, il fallait aussi comprendre ce qu'ils ressentaient, ce qu'ils vivaient avec leur tripes dans leur métier. Ça m'a vraiment permis en fait de travailler avec de l'humain. Et après, je suis allé vers ma véritable vocation. Moi, j'avais toujours voulu travailler avec des patients, donc j'ai commencé à travailler pour moi, ouvrir un cabinet diététique, c'était en 2005. Alors, j'ai commencé à travailler pour moi. Et là, ça a été un peu la douche froide parce que, mine de rien, je me suis rendu compte, quand j'ai commencé à travailler en libéral, que j'étais pas du tout formé pour travailler avec de l'humain. Les études que j'avais faites, BTS diététique et même de licence, m'avaient plus donné du contenu théorique sur le fonctionnement, voilà, des connaissances théoriques sur le fonctionnement d'un être humain. Mais je n'avais pas vraiment d'outil relationnel. C'était un peu inconfortable. Donc après une année libérale, je me suis dit, j'ai deux options, soit j'arrête ce métier parce que finalement, je ne sais pas travailler avec de l'humain. Et je voyais bien que finalement, les gens, ils venaient plutôt pour changer des habitudes ou parce qu'ils avaient des difficultés émotionnelles. Et je n'avais pas appris à travailler avec ça. Soit j'avais l'option finalement de faire évoluer ma pratique. Et c'est là que je me suis intéressé en 2006 aux thérapies comportementales et cognitives. Moi, j'aimais bien la psychologie, mais j'aime bien le côté scientifique. Et la psychologie comportementale et cognitive, c'est une branche de la psychologie qui est très scientifique, contrairement, je sais pas, à la psychanalyse ou à d'autres branches. Ça m'a tout de suite intéressé et j'ai fait un DU en thérapie comportementale et cognitive. Et je me suis passionné finalement pour la psychologie comportementale. J'ai ensuite fait un DU en addictologie et voilà, j'ai très rapidement intégré des outils. Ça a été un peu mon fil conducteur d'intégrer des outils qui venaient de la thérapie comportementale et cognitive aux soins diététiques et les transposer. Puis assez rapidement, j'avais des activités d'enseignant universitaire. J'ai aussi créé mon centre de formation pour pouvoir vulgariser ces outils, les transmettre finalement aux diététiciens. Ça a été mon parcours. Puis après, je suis allé vers les sciences de l'éducation. J'ai un double master en sciences de l'éduc. Parce que le côté aussi pédagogie, transmission me parlait beaucoup. Donc voilà un petit peu pour mon parcours. Et aujourd'hui, j'alterne entre des activités de formateur, c'est quand même mon activité principale. Donc, je gère un centre qui s'appelle le Centre de formation diététique et comportement, où on a une quinzaine de formateurs qui travaillent principalement autour des sciences du comportement. Une activité, j'ai toujours les mains dans le cambouis, c'est-à-dire que je vois des patients encore toutes les semaines. J'ai une à deux journées de consultation où je travaille principalement auprès de personnes qui ont des troubles des conduites alimentaires. Et j'ai mes activités aussi d'enseignant universitaire à l'Université de Bourgogne, de Montpellier et Sorbonne, dans différents DU, notamment orientés justement sur la psychologie du comportement. C'est intéressant ce que tu as dit par rapport au BTS diététique, le fait que tu te sentais pas armé pour accompagner de l'humain. C'est un petit peu le sentiment que j'avais eu d'autres diètes dans différents épisodes de mes podcasts, notamment avec euh, le Nicolas Da Silva et Benoît Dienne. Euh, Est-ce que tu penses que actuellement le BTS en diététique est encore entre guillemets légitime pour exercer une telle profession? Ou est-ce qu'il faudrait pas le réformer, le modifier, retrouver un critère comment je vais dire ça, de qualité? Alors, moi, je fais partie des personnes qui ont une position assez marginale là-dessus, parce que je pense qu'effectivement,
Il n'y a aucune formation en fait qui est parfaite. Il n'y a aucun diplôme avec lequel on sort avec des vraies compétences. Et donc, en fait, il faut un peu faire le deuil de ça parce que souvent, ça fait moi, tu sais, j'ai commencé mes études en 99 en diététique. On disait, ouais, il va y avoir une réforme et ça va révolutionner le métier et tout. La réforme, on l'attend toujours, mais moi, je ne pense pas qu'en fait, c'est en réformant les études qu'on va beaucoup changer le métier. Je pense que c'est en développant une culture de la formation continue. C'est-à-dire, on sort d'un métier, on a un permis de conduire, je crois que c'est Benoît qui utilisait cette expression, et après, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Et après, c'est comment on va se spécialiser, comment on va gagner en expertise. Ça ne veut pas dire que les choses sont dichotomiques, il ne faut pas revoir la formation initiale. Je pense qu'il faut semer des petites graines, commencer à ouvrir peut-être les études de diététicien aux sciences humaines, à la communication, à la psychologie du comportement. Mais tant qu'on n'a pas un peu les mains dans le cambouis, c'est dur d'avoir ces compétences. Ou une autre option, ça serait d'avoir une formation qui soit un peu basée quelque part sur davantage encore de pratiques, qui soit un petit peu comme les infirmiers qui apprennent leur métier quelque part en allant, en étant aussi sur le terrain, quoi. Donc ça pourrait être aussi une option parce que ce que je vois, par exemple, c'est que là, par exemple, dans certaines formations type bachelor en France, troisième année de diététique, on met de l'éducation thérapeutique du patient. Et c'est très bien. Mais ces diètes n'ont pas les mains dans le cambouis. Donc pour moi, c'est des compétences en fait qui sont pas des compétences de savoir agir en situation. Ça devient des compétences théoriques. Il faudra. Donc c'est cette interaction entre le terrain finalement et la formation, à mon avis, qui est là où on développe nos compétences. Et c'est plutôt comme ça que je vois les choses. C'est-à-dire certainement qu'il faut revoir la formation initiale, il faut la professionnaliser, il faut aller vers quelque chose de plus expert. Moi, je suis plutôt partisan bac+3 et bac+5 avec deux niveaux d'études. Mais il faut surtout aussi avoir une culture de la formation continue. Parce que c'est cette alternance entre j'ai les mains dans le cambouis et je reviens me former parce que j'ai des difficultés. Et les compétences que j'apprends en formation, ben, je les mets tout de suite en pratique sur le terrain qui, à mon avis, font de l'expertise. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Donc, ouais, une réforme de la formation initiale, mais aussi une culture de la formation continue. Bah, écoute, ça rejoint en partie mon avis. Donc moi, je suis plutôt de la position d'en tout cas, en fait, mettre les études de diététique à un bac+5. On est très loin d'y arriver en France, en Belgique ou même ailleurs, hein. Et je pense qu'il n'y a que au Canada ou peut-être en Suisse que c'est un peu plus aussi. Mais sinon, c'est vrai que moi, je pense qu'il faut quand même améliorer notre expertise et la rendre un petit peu plus scientifique. Euh, donc ça, c'est pour la durée des études. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est que je suis tout à fait preneur du fait de continuer à nous former bien après nos études. Et malheureusement, c'est pas le cas actuellement. En fait, il n'y a aucune formation qui est obligatoire, en tout cas pour les diététiciens, comme c'est le cas pour d'autres professionnels de santé, comme les médecins, comme les infirmiers, etc. Et je trouve ça vraiment dommage parce qu'il y a, je trouve en tout cas en Belgique, un vrai manque de reconnaissance en fait du métier. Et donc, c'est bien d'essayer de les mettre entre guillemets dans le cambouis, les étudiants. Mais sur le terrain, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas la valeur qu'on devrait leur donner, en tout cas pour mettre leurs mains dans le cambouis, si je peux me permettre. Donc effectivement, on apprend toujours mieux quand on est confronté à la pratique. Mais quand dans la pratique, on n'est pas valorisé à sa juste valeur, c'est parfois difficile de pouvoir effectuer des tâches intéressantes. En tout cas, moi, c'était le sentiment que j'avais eu quand j'avais fait mes stages, notamment en hôpital, lors de mon bachelier en diététique. Et ça remonte déjà à bientôt 10 ans. Ça a peut-être changé depuis, mais en tout cas, de mon expérience, c'est vrai que j'avais pas trouvé que c'était très enrichissant d'être pris pour un cuisinier dans un hôpital, quoi. Et pas comme un professionnel de santé. Tout va bien. Et par rapport aux troubles du comportement alimentaire, est-ce que tu penses que la formation est assez poussée ou je ne sais pas si en France il y a déjà des formations continues accréditées pour tout ce qui est troubles du comportement alimentaire? Alors, la formation initiale, en fait, c'est même pas abordé, hein. C'est la D'accord. formation initiale, on en parlait 2 heures. Donc, et même moi, ça n'a pas beaucoup changé. C'est-à-dire que moi, je me souviens quand j'étais étudiant, j'avais déjà cet attrait, j'avais déjà ce tropisme pour les troubles des conduites alimentaires. J'avais parlé de ça avec un de mes enseignants. Je lui avais dit, moi, j'aimerais travailler là-dedans. On m'avait dit, mais ça, c'est pas le métier d'un diète, hein. Ça, c'est de la psychiatrie et tout.
c'est très rigolo parce que quand on regarde toutes les guidelines aujourd'hui, toutes les guidelines se disent première étape pour nutrition totale et complète, que ce soit l'anorexie ou la boulimie. Donc ça, c'est clairement le métier du diète. C'est-à-dire que dans les troubles alimentaires, le premier intervenant avant le psychologue est le diète, hein, quand même, hein. La première phase de soins. Donc effectivement, dans la formation initiale, il n'y a pas grand-chose. Après, aujourd'hui, on a quand même beaucoup de diplômes universitaires qui abordent les troubles de conduite alimentaire. En France, on en a plusieurs. On a le DU, Montpellier, Lille. Je ne sais plus quelle ville il y a aussi, Montpellier, Lille, il y a un DU, diplôme interuniversitaire sur les troubles alimentaires. Il y en a un à Lyon aussi, il y a un DU aussi à Paris. Donc on a des formations universitaires quand même qui sont intéressantes. Et il y a aussi des formations continues parce que c'est aussi des fois le défaut des diplômes universitaires, ça peut donner une sorte de crédit. Il ne faut pas oublier qu'un diplôme universitaire, c'est ni plus ni moins que de la formation continue donnée à l'université, hein. Pas un vrai diplôme. C'est un- Et ça manque des fois un peu de pratique. Et après, on a aussi effectivement une œuvre de formation peut-être un peu plus pratique, un peu plus orientée clinique aussi, qui viennent compléter. De toute façon, pour devenir un peu expert du sujet, il faut quand même au moins 10 ans d'expérience, de pratique, de formation, puis des congrès, de supervision, quoi. Et il y a quand même cette œuvre de formation continue qui existe aujourd'hui dans les troubles des conduites alimentaires. Le problème, c'est qu'on a beaucoup d'experts autoproclamés, des personnes qui ont suivi un petit module ou qui ont lu un bouquin sur les troubles alimentaires et qui s'autoproclament un peu experts, et ça fait un peu peur, quoi. C'est un peu le Ouais, problème dans c'est notre sûr. métier. C'est vrai que ça rejoint un petit peu le thème qu'on avait abordé avec Benoît, donc tous ces charlatans, ces influenceurs, ou même ces gens qui ne font qu'une petite formation et qui prodiguent des conseils à des patients qui sont en souffrance et qui peuvent tomber dans le piège vu qu'ils sont en demande d'aide, en fait, tout simplement. Moi, pour ma part, donc, j'avais quand même, dans le bachelier en diététique, eu quelques heures, en fait, sur les troubles du comportement alimentaire. C'était pas très poussé, à vrai dire, mais voilà, on en avait quand même, le sujet avait quand même été abordé. Et moi, j'avais eu l'opportunité de faire mon travail de fin d'études sur les troubles du comportement alimentaire chez les sportifs. Donc, on va dire que quand je suis sorti de mon bachelier, j'avais déjà un peu plus d'armes que d'autres confrères qui n'avaient pas fait leur TFE sur leur sujet. Mais je me prétends pas du tout expert dans la prise en charge des personnes atteintes de ces troubles. Ça, je pense, c'est important de le rappeler. C'est pas parce qu'on a fait un travail bibliographique qu'on peut prendre en charge des patients. Il faut, voilà, comme tu le dis, se former continuellement, en faire sa spécialité, en fait, en quelque sorte. Et je pense que c'est ça aussi le message qu'il faut faire passer, c'est que on a un socle de connaissances dans le domaine de la nutrition, mais la nutrition, c'est tellement vaste que on peut pas tout connaître, on peut pas tout savoir, et il faut aussi savoir se spécialiser et poser ses limites dans la prise en charge de patients. Et donc, pas C'est comme hésiter ça à qu'évolue le métier, en plus. réorienter. C'est comme ça qu'évolue le métier, tu vois. Ce que je vois, c'est que tu vois, il y a 10 ans, quand tu ouvrais un cabinet en libéral, tu faisais de la diététique générale. Et tu prenais des patients lambda, et puis c'était généraliste, quoi. Aujourd'hui, on voit vraiment les cabinets qui tournent. C'est des cabinets où il y a énormément d'expertise. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a même plus de cabinet de diététique de nutrition du sport. On va avoir des cabinets de diététique de nutrition du sport d'ultra-endurance, parce que le diète, il est hyper expert du sport d'ultra-endurance. On n'a même plus des cabinets spécialisés dans les troubles des conduites alimentaires, on va avoir des cabinets spécialisés dans l'anorexie mentale ou dans la boulimie. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et on va vers une hyper-expertise, et à mon avis, c'est comme ça que le métier va se tirer vers le haut. C'est en ayant un socle commun, puis on va tous choisir une ou deux spécialités dans lesquelles on va devenir hyper expert et on va forcément tirer le métier vers le haut parce que c'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on est spécialiste de pas grand-chose quand on sort des études. Je sais pas, aujourd'hui, un sportif qui va avoir un diète qui n'est pas hyper spécialisé, bah, en face de lui, il n'aura pas quelqu'un qui aura un niveau d'expertise qui va le tirer vers le haut. Ouais. Et quelque part, ça fait du tort à la profession. Je pense qu'on gagne à s'hyper spécialiser, comme tu le disais aussi, hein. C'est vraiment c'est pour moi une tendance du métier, mais qui va dans le bon sens. Je suis vraiment partisan de ça, de cette idée-là. Pour revenir un petit peu à ta pratique en libéral, en consultation, donc toi, tu t'occupes de la prise en charge de patients plutôt atteints d'anorexie, boulimie, hyperphagie, ou tu as aussi d'autres troubles, enfin, tu rencontres d'autres troubles dans ta pratique au cabinet? Comment un petit Alors peu tu les d'aujourd'hui, prends en charge par rapport à d'autres patients, en fait? Est-ce ouais, que tu tout as à une fait. Alors, démarche que tu mets en place, des stratégies? bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors d'aujourd'hui, en fait,
Mon activité de consultation, c'est un peu le laboratoire du centre de formation. Donc, j'ai 60-80 places par mois max, donc c'est très, très limité. Ouais, on va dire j'ai 70 places par mois et je vais avoir la moitié de ces patients qui souffrent d'anorexie mentale. Ça, c'est vraiment le thème sur lequel je travaille le plus ces dernières années. Et je vais beaucoup travailler aussi chez les patients qui souffrent d'obésité et qui sont en situation d'obésité et qui ont été quelque part abîmés par les régimes, par la grossophobie. Et là, c'est tout un travail de réparation. C'est pas du tout un travail qui vise à leur faire perdre du poids, mais vraiment à réparer leur comportement alimentaire et réparer la relation qu'ils ont avec la nourriture qui a été abîmée. Donc, c'est deux choses un peu différentes, sur lesquelles je m'amuse bien en ce moment. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des démarches de soins qui sont quand même très, très différentes et très spécifiques, qui demandent d'être assez formés, par exemple, sur Oui, l'anorexie tout à fait. mentale. C'est là où les sciences comportementales sont vraiment importantes. La psychologie comportementale et cognitive est vraiment importante parce que il suffit pas de dire à un patient, ben, mange, faut te renutrir, mange, voilà tes calories, voilà tes protéines, tu as besoin de protéines. Si on reste juste à un niveau informatif, cognitif, en fait, on ne peut pas avancer avec ces patients-là. C'est d'essayer de voir en fait les mécanismes cognitivo-émotionnels qui les maintiennent dans la peur, qui les maintiennent dans la difficulté. Et de pouvoir aussi avoir des outils en fait pour identifier en fait leurs freins mentaux, identifier leur motivation à se renutrir, à faire quelque chose qui va être extrêmement dur, c'est faire face à un colocataire assez terrible et tyrannique. Et comment on va pouvoir nous les aider à intégrer aussi les dimensions émotionnelles, cognitives, comportementales dans leur démarche de soins, et aussi les dimensions motivationnelles. Donc, on a des approches aussi qui vont être beaucoup basées sur l'approche. Moi, je travaille beaucoup avec l'approche de Maudsley, qu'on appelle des fois D'accord. FBT, Family Based Treatment, qui est une thérapie qui va être notamment utilisée dans l'anorexie des mineurs. On va vraiment mobiliser les ressources parentales. On va aider leur enfant à se renutrir. Là, ça demande aussi d'identifier leurs peurs, leurs croyances, leurs représentations, leurs motivations, et de s'appuyer aussi sur leur qualité pour pouvoir aider leur enfant à se renutrir. Donc là, ça demande vraiment, c'est un vrai travail d'approche familiale et avec des éléments de thérapie comportementale et cognitive. Et c'est vachement chouette parce qu'on a des données qui montrent que c'est une belle alternative à l'hospitalisation, avec des efficacités très fortes. Malheureusement, c'est très peu utilisé en France. Je Je vais ne sais pas trop en utiliser. Belgique, c'est un peu plus utilisé. Il me semble que c'est un peu plus utilisé chez toi que chez moi. D'accord. C'est Mais possible, comme je t'ai dit, comme je prends pas en charge des patients atteints des troubles des conduites alimentaires, en tout cas pour l'instant, je ne sais pas si l'hospitalisation ou les thérapies familiales sont plus ou moins utilisées. Mais pour revenir sur l'hospitalisation, qu'est-ce que tu penses de, de ce principe-là avec le contrat de poids? Moi, quand je m'étais renseigné sur le sujet, j'avais trouvé ça très, très dur, en fait. Et d'ailleurs, j'avais reçu sur mon podcast une patiente qui était atteinte d'anorexie pendant 16 ans et qui, au final, avait très mal vécu ces semaines d'hospitalisation et ce contrat de poids. ouais, c'est- l'hospitalisation, en fait, on a trois quarts des patients qu'on voit en ambulatoire qui ont un passage par l'hôpital. Et donc, il y a une articulation qu'on doit avoir entre le soin hospitalier et le soin ambulatoire, hein. On commence souvent par du soin ambulatoire. Au bout d'un moment, si on voit que ça ne suffit pas, on passe à du soin hospitalier. On va récupérer le patient en ambulatoire. Donc, ça s'articule, ça ne s'oppose pas. C'est vraiment des soins très, très complémentaires. Le problème du soin hospitalier, c'est qu'on a encore une culture très psychanalytique du soin encore en France, où on va penser qu'il faut couper l'enfant de sa famille, qu'il faut lui imposer des contraintes, etc. Alors que certains services vont plutôt avoir des approches effectivement qui visent à soutenir le malade plutôt qu'à le contraindre. Parce qu'il y a un risque très très fort d'être traumatisé par une hospitalisation. Et on le voit, hein. Enfin, moi je vois beaucoup de patients qui me disent, mais moi c'était horrible l'hospitalisation. C'était horrible, on m'a contraint, on ne m'a pas écouté, on ne m'a pas respecté, je ne me suis pas senti aidé. Donc c'est aussi important, d'où on est hospitalisé, d'aller aussi vers des services de plus en plus spécialisés qui vont aussi être là pour soutenir, comprendre le patient, le faire exprimer ce qu'il ressent et vraiment l'aider à se renutrir. Alors, bien sûr qu'il faut être un peu proactif parce qu'il faut faire face à la maladie et la maladie, elle a de l'emprise. Donc, bien évidemment que des fois, on doit être un peu ferme et de se dire, ben non, là, tu manges. Et en amenant aussi quand même du soutien, de la compréhension, de l'écoute du patient. Et ça, à mon avis, c'est des conditions extrêmement importantes à la guérison. Parce qu'effectivement, il y a un risque de traumatisme. Et je dirais que moi, j'ai à peu près 50% des patients que je reçois quand l'hospitalisation a été traumatique. Parce qu'à mon avis, la qualité de l'hospitalisation n'était pas adaptée.
la méthode de soins hospitalière n'était pas adaptée. Par exemple, faire du chantage, te dire, vous pouvez sortir que quand vous allez gagner tel poids, sinon ça ne va pas aller. On est adapté comment on va créer des contextes motivationnels, soutenir une personne. Donc, ouais, il y a beaucoup de choses à dire sur le split. Ouais. Ce qui est intéressant, du coup, c'est que donc toi, tu travailles un peu avec les deux extrêmes, donc les personnes anorexiques et les personnes obèses. Et du coup, dans les deux cas, en fait, ils peuvent avoir des traumatismes émotionnels et par rapport à leur vécu qui fait que bah, ils ont justement des problèmes sur leur comportement alimentaire à régler. Je trouve ça intéressant ce parallèle alors que on a vraiment les deux extrêmes. Ouais, c'est intéressant parce que les personnes en situation d'obésité, notamment, c'est encore plus vrai si c'est des femmes, euh, en fait, elles ont une forte probabilité, mais on ne va pas trop genrer le problème, c'est pas, ça serait un peu dommage de le Oui. genrer. Quand les personnes en situation d'obésité, il y a beaucoup de probabilités en fait qu'elles aient été victimes de grossophobie ordinaire et médicale. Et ça, c'est des micro-traumatismes en fait, c'est comme des traumatismes complexes qui viennent faire que la relation que tu as avec toi, mais aussi la relation que tu as avec la nourriture en fait dysfonctionne. Donc, notamment, on voit beaucoup, j'ai par exemple une patiente, c'est une femme de, elle me disait, moi, quand j'étais enfant, j'étais déjà en situation d'obésité enfant. Le médecin m'a fait monter sur la balance et il m'a humilié en me disant, mais arrête de manger du couscous. En plus, elle était d'origine maghrébine, etc. Donc, c'était à la fois raciste, mais Oula. aussi homophobe. Ah ouais, Et, c'est très violent. et- mais ça, c'est fréquent chez les personnes en situation d'obésité. Là, j'ai pris un cas un peu extrême. Euh, tu C'est vrai vois, qu'on parle beaucoup en ce moment de stigmatisation des patients souffrant d'obésité. bien sûr, et puis on en parle beaucoup et tant mieux parce que c'est juste pas le rôle d'un soignant. Cette grossophobie médicale, en fait, on a beaucoup de données qui montrent que ça éloigne les patients du soin, que ça altère leur estime personnelle et que ça dégrade leur relation avec la nourriture. Donc, en fait, on a tout un travail de réparation avec la nourriture. Il y a tout ce travail de relation parce que normalement, la relation qu'on a avec la nourriture, c'est une relation d'amour. C'est une relation où la nourriture, elle va permettre de répondre à nos besoins. Donc, c'est une solution. J'ai faim, ça répond à mes besoins. J'ai besoin de me faire plaisir, ça répond à mes besoins. Normalement, la nourriture, c'est une solution. Et là, chez ces personnes-là, la nourriture, ça devient un problème. D'ailleurs, ils viennent en consultation en disant, j'ai un En moyen de problème. compensation. Ouais, puis en fait, c'est un moyen de compensation parce qu'en fait, on leur a toujours dit aussi qu'eux, ils devaient contrôler leur gourmandise, qu'eux, ils devaient contrôler leur faim, plutôt que d'être à l'écoute de ces signaux, etc. Donc, ils sont en rupture finalement avec eux. Il y a une rupture avec le corps qui est dû aux injonctions, quoi. Qui est dû aux injonctions. D'ailleurs, nous, on est des gens normaux pondéraux. Si on va manger un pain au chocolat dans le métro, les gens s'en foutent. C'est une personne en situation d'obésité qui mange un pain au chocolat dans le métro, on va dire, bah, Ouais, il va être jugé. elle est grosse et en plus, elle se bouffe un pain au chocolat, quoi. Et Ouais, cette ils vont lui dire elle grossophobie abuse. intériorisée, elle Ouais. dégrade la relation à la nourriture très fortement, où du coup, j'ai honte de me nourrir. Et beaucoup de perturbations du comportement alimentaire sont en fait liées à la sensation. Et d'ailleurs, ce qui explique que la majorité des personnes en situation de qui vont bénéficier d'une chirurgie bariatrique seront en échec de chirurgie, non pas parce qu'ils sont débiles, non pas parce que l'opération n'était pas adaptée, parce qu'il y a ce rapport à la honte qui n'est pas corrigé. C'est pour ça que quand je parlais de réparation, en fait, chez les patients d'obésité, pour moi, c'est une étape impérative avant toute chirurgie qui doit durer au moins 2 ans. C'est-à-dire pendant 2 ans, on va réparer un patient cassé. Parce que si on ne l'a pas réparé, il continuera à dysfonctionner dans sa relation à soi et à la nourriture. Et on peut faire toutes les opérations du monde, ils seront en échec. Et c'est pour moi aussi une forme de maltraitance, tu vois, Arthur. C'est aussi une forme de grossophobie d'opérer des patients d'obésité et sans leur apporter en fait, cette réparation préalable. Et là, on a un vrai rôle à jouer en tant que diète. Hein. Moi, C'est sûr, c'est mais mon après, job moi, j'ai quand même remarqué que, en tout cas, qu'il faut quand même rappeler les chirurgies bariatriques, malheureusement, actuellement, sont les seuls traitements efficaces contre l'obésité, même si moi, j'aimerais bien qu'un jour, cette technique ne soit plus utilisée et dépassée. Dire donc la chirurgie bariatrique, même si ça reste le traitement recommandé, c'est vrai que je trouve que les délais, entre les délais théoriques euh, qui disent qu'il faut que le patient soit suivi entre 6 mois et 1 an avant de subir l'intervention, en pratique, c'est pas du tout le cas. Il y a des patients, ils se font opérer en 3 mois. J'ai pas eu l'impression qu'ils ont eu un vrai suivi multidisciplinaire avant l'opération. Et au final, en fait, oui, la chirurgie va marcher sur du court moyen terme, mais ils n'auront pas réglé, comme tu l'as dit, leur problème avec la nourriture. Et donc,
inévitablement, on voit qu'il y a beaucoup de patients en fait qui regagnent leur poids au final après une chirurgie bariatrique sur le moyen terme. Et ça, je Exactement. trouve ça c'est inquiétant parce qu'au final, je trouve que c'est quand même déjà une solution extrême, je veux dire de d'extraire ou de bypasser une partie de son tube digestif quand même, c'est pas anodin hein, comme technique. Et, euh, et au final, en fait, ne même pas résoudre la vraie cause, en fait, peut-être de leur obésité et leur Ne comportement pas par les mettre dans rapport à des conditions celle-ci. bénéfiques. Ouais. Ne pas les mettre dans des Exactement, c'est conditions. un Ça, vrai c'est problème. grossophobe pour moi. C'est vraiment grossophobe parce que c'est-à-dire qu'on va considérer que c'est juste un problème mécanique. C'est Et ça. même en France, nous, c'est 6 mois. Et c'est aberrant. C'est aberrant 6 mois avant une opération. Moi, à tous les patients, je leur dis, on va travailler au moins 2 années de réparation. On va réparer votre relation à la nourriture, la relation à vous, la relation avec votre corps. Ça va prendre au moins 2 années. Et peut-être que ces 2 années, on va vraiment les mettre à profit. Et puis même si c'est 6 mois, un an, qu'est-ce qu'on fait pendant 6 mois, un an? On explique au patient qu'il faudra bien mastiquer quand il aura eu sa chirurgie. Bah, c'est vrai qu'il y a Les aussi très peu de dispositifs ne sont suivi pas post-opératoire, hein. adaptés. On n'a pas une dimension humaine en mécanique du corps dans la chirurgie de l'obésité. Et pour moi, c'est de la maltraitance. Pour moi, c'est de la maltraitance, en fait, de proposer ça à un patient, de lui dire, ben voilà, vous allez voir la diète, le machin, puis dans 3 mois, et puis ça ira bien pour vous parce qu'on ne se marche pas comme ça. Et pour moi, c'est encore une forme de grossophobie. Et là, nous, les diètes, on a un vrai rôle à jouer de se dire, attends, les patients, ils ont totalement le droit d'avoir accès à une chirurgie parce qu'on ne peut pas leur en vouloir de se soigner de leur maladie. Et dans quelles conditions? Et quelle est leur relation à la nourriture? Quelle est leur relation au corps? Et nous, on a des choses à réparer. Et on est indispensable là-dedans, tu vois. C'est comme dans l'anorexie mentale. On est indispensable. On ne peut pas faire sans nous, quoi. On ne peut pas faire sans nous. On a un Ah rôle à non, mais ça jouer. c'est clair, C'est on a un intéressant rôle parce que à ça fait jouer. le diète de la maigrissologie, quoi. Que le diététicien aujourd'hui, tu vois, le problème, c'est qu'il est coincé dans la maigrissologie, c'est-à-dire cette idée qui sert qu'à faire perdre du poids. Et moi, j'ai plutôt une vision qu'on sert à réparer les comportements alimentaires, aider les gens à avoir des belles relations avec la nourriture, à prendre soin d'eux. Et c'est intéressant de se dire qu'il y a vraiment des pistes pour notre métier qui sont sous-utilisées. Bah ça rejoint un petit peu le fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, qu'on n'est pas valorisé à notre juste valeur dans les soins de santé, que ce soit en France, et moi je le ressens aussi, en tout cas en Belgique. Donc ça, après, c'est tout un travail pour essayer de promouvoir et défendre notre expertise, mais c'est pas facile avec tous les influenceurs sur les réseaux sociaux, les coachs, les nutrithérapeutes, les naturopathes. Et puis le problème, c'est que voilà, on est peut-être même aussi parfois pas valorisé par d'autres professionnels de santé qui connaissent pas forcément nos compétences, outre le fait de donner des régimes. Voilà. Un Ouais, diététicien, ouais, ça c'est donne ça. des régimes et puis ah, tu as un peu d'hypertension, bah tiens, vas-y, régime sans sel. Toi, t'as un diabète, ah bah régime pauvre en sucre. C'est un peu ça, je pense, dans la tête des gens. Déjà, c'est évident qu'il y a des exercices illégaux de la médecine, tu vois. On voit de plus en plus maintenant de coachs en TCA. Coach en TCA, c'est un petit peu comme si tu avais des coachs en schizophrénie, quoi. C'est ridicule, on disait que c'est un exercice illégal de la psychiatrie. On a des coachs en TCA, des gens qui n'ont aucun diplôme dans la santé, qui coachent des gens pour sortir des TCA. On a des coachs en nutrition, donc exercice illégal du métier de diététicien, etc. Et ça, effectivement, c'est un fléau. Et après, il y a aussi que le pire vient parfois de la profession. Moi, je suis sur Instagram, ce que je vois des diététiciens sur Instagram, moi, 80% de ce que je vois, ça me donne juste envie de vomir, quoi. Je suis un peu dur, je suis désolé, mais finalement, c'est encore des trucs de régime, de machin, de déficit de calories, de trucs. En fait, là, aujourd'hui, ce qu'on voit de notre métier, c'est il faut aussi qu'il y ait un cadre éthique à notre métier. Ça, c'est hyper important. Notre métier doit avoir un cadre éthique qui doit passer, à mon avis, par un conseil tu dois penser notre métier en termes d'éthique. Mais est-ce que c'est éthique, finalement, d'encourager la pratique, de banaliser, etc. Que ça augmente la perte de poids, en fait, il y a plus de chances de grossir quand on essaie d'agir sur son poids. À long terme, on va plus grossir que maigrir. Est-ce que finalement, à l'heure d'aujourd'hui, l'offre de soins du diététicien est éthique? Est-ce que tous les diététiciens ont une posture éthique? Moi, je sais pas, hein, dans mes études, j'ai jamais eu de cours d'éthique. L'éthique, ça me passionne. L'éthique professionnelle, ça me passionne. J'ai eu aucun cours d'éthique. Alors moi, il me semble, on avait un micro-cours d'éthique, mais enfin enfin c'était pas vraiment, c'était pas l'intitulé du cours, hein, mais je pense que on avait un petit cours de droit et dans le droit il y avait un peu d'éthique où on a notamment
toucher à des questions comme le consentement, enfin, tu sais, ce genre de choses, le consentement éclairé. C'est vrai que non, c'est pas très poussé l'éthique. Et au final, je pense qu'il n'y a pas de rapport, entre guillemets, qui définit une conduite éthique pour les diététiciens en Belgique. Ouais, puis l'éthique, c'est un peu différent de la déontologie, donc c'est tout le temps un questionnement, l'éthique. C'est tout Ouais. le temps un questionnement, mais même dans un service, tu vois, dans une RCP, normalement, on doit aussi débattre d'un point de vue éthique. On ne doit pas uniquement débattre d'un point de vue technique. On doit se dire, est-ce que c'est du soin? C'est bête, hein, de se dire ça, est-ce que c'est du soin quand on fait ça? Est-ce que c'est du soin? Est-ce que c'est Bah, du soin quand une personne, en fait, elle est en situation d'obésité, elle a un problème de genou, on va lui dire, bah, faut perdre 25 kilos. Est-ce que c'est du soin? Ça, c'est des questions à se poser. Où commence le soin, où il s'arrête? Et ça, c'est sans fin, ces questions-là, et on ne se les pose ouais, pas. non, Et c'est c'est clair. dramatique. C'est dramatique de ne pas avoir de réflexion éthique sur qu'est-ce que le soin, parce que, tu vois, est-ce qu'aller montrer son cul sur Instagram quand tu es diète, est-ce que c'est éthique? Oh là là, alors là, Ouais, Florian, on touche ok. à un Pas, sujet sensible là. Parce qu'effectivement, étonnamment, les diététiciennes fitness girls sont enfin, plus suivies que moi, par exemple. Mais ça, c'est tout un sujet. Et est-ce que effectivement, il c'est y a des éthique? choses que je C'est une vois qui question sont à se pas du poser, tout hein. éthiques. Il y a Moi, des choses qui sont pas éthiques. ouais. Bah, j'en avais parlé, bah, pareil, dans le podcast avec Benoît Diane, mais pour moi, c'est pas éthique pour un diététicien de faire la promotion de compléments alimentaires. Avoir un code de Évidemment, réduction pour une marque de compléments alimentaires quand on est diététicien, pour moi, en tout cas, à mon niveau, c'est une limite qui est franchie. Donc, j'espère ne jamais franchir à cause du fait que je roule pas sur l'or. voilà, c'est ça, c'est de se dire, mais est-ce que j'ai une posture qui est juste? Est-ce que finalement, là, est-ce que je suis en train de produire du soin? Parce que moi, mon métier de soignant, il est là, c'est de vraiment produire du soin, y compris sur les participations sur les réseaux sociaux. Et puis je vois qu'il y a aussi des diètes qui font des super trucs sur les Ouais, réseaux c'est sociaux, sûr. c'est chouette. Mais le pire côtoie le meilleur. Mais le pire domine sur le meilleur à l'heure d'aujourd'hui, hein. Le pire domine sur le meilleur, hein. Parce que je vois sur les réseaux sociaux, 80% des diètes qui sont sur les réseaux sociaux me donnent envie de vomir. Ça me donne envie Mais de ouais, vomir. Et puis, je ça, comprends. Bah, d'ailleurs, Benoît aussi, hein, l'avait dit que parfois le pire est aussi parmi nous, entre guillemets. Et d'ailleurs, m'avait fait un petit fou rire que je n'ai pas su contenir, alors que malgré mes nouvelles positions au sein du conseil d'administration de l'ASBL des diététiciens, j'aurais peut-être pas dû avoir ce petit fou rire, mais c'est vrai que voilà, malheureusement, on a tous le même diplôme, mais parfois pas la même envie de se former, on va dire. je pense qu'en fait, je vais aussi faire l'avocat du diable, je pense que beaucoup de personnes en fait, ne se rendent pas compte en fait, que leur posture n'est pas éthique. En fait, c'est un manque de réflexion. Tu vois, je ne leur jette pas la pierre à tous parce qu'il y a vraiment des personnes qui font du blé, qui font du fric et qui vraiment sont conscients de ça, mais il y a des personnes en fait qui n'ont pas conscience, qui ne s'interrogent pas parce qu'on ne les a pas invités à s'interroger. Est-ce que ça, c'est éthique de faire ça? Est-ce que c'est éthique de dire ça? Est-ce qu'une journée dans mon assiette, c'est éthique en tant que diète? Tu vois, c'est des questions bêtes, mais est-ce que c'est éthique? En fait, je pense que certaines personnes sont bien intentionnées, dans des postures problématiques. Et c'est pas tout à fait la même chose que vraiment des salauds qui se disent, je vais faire du fric, je vais vendre des compléments alimentaires. Je pense que c'est aussi un manque de réflexion parce qu'on ne nous a pas invités, nous, en tant que soignants, à réfléchir le soin, à penser qu'est-ce que c'est que le soin, tu vois. Euh, les questions, les questions d'éthique, de philosophie, en fait, elles sont, à mon avis, au cœur de la médecine et Oui, au bien cœur du... sûr. On ne peut pas Bah, en au faire cœur les... du soin, parce que normalement, dans un service de soins, on est censé faire la balance bénéfice-risque. Et donc, on est censé se poser la question, est-ce que ce que je vais prodiguer, c'est utile et c'est le mieux pour le patient? Exactement. Ça doit tout le temps, ça doit tout le temps nous animer, quoi. Ça doit tout le temps nous animer. Et ça doit être aussi, quand je dis ça, quand je fais ça sur un réseau, quelles vont être les conséquences? Quelles vont être les conséquences? Quand je fais ça, quand je dis ça, alors, parce que tu vois, par exemple, les trucs d'une journée dans mon assiette et tout. Chouette, hein? On peut se dire, bah ouais, ça va influencer les gens. Ça va influencer les gens dans le bon sens. Est-ce qu'il y a que des bénéfices à le faire? Tu vois, c'est la question à se poser. Est-ce que ça, quel pourcentage de gens vont être aidés par ça et quel pourcentage de personnes ça va leur nuire? Si tu ne te poses pas cette question-là, en fait, tu es à côté de la plaque.
Parce que tu vas dire, bah ouais, mais les gens, en fait, ils disent que c'est super quand je fais une journée dans mon assiette. Et puis moi, quand je travaille avec des gens qui ont des troubles des conduites alimentaires, ils me disent, mais c'est horrible, nous, quand on voit ça. C'est horrible, ces personnes qui sont formidables, qui nous montrent que leur vie est belle, qui mangent parfaitement sainement, qui sourient et tout, alors que nous, on est en galère avec le truc. Et c'est extrêmement. Donc, ça, c'est des questions vraiment à se poser. Tu vois, il y a vraiment une question autour de ça. Et ça, je pense que, tu vois, c'est aussi inclure ça, tu vois, dans la formation peut-être initiale et continue, de se dire, d'amener une réflexion éthique sur le soin diététique. Et, tu vois, est-ce que c'est éthique finalement de se dire, de permettre à des diététiciens de travailler chez Nature House, Ah ouais, mais dans non, mais des ça, chaînes comme ça? si on commence à parler aussi d'Herbalife, etc., ouais, c'est très compliqué. Après, moi, je leur jette pas la pierre dans le sens où, en tout cas en Belgique, c'est vrai c'est pas assez reconnu le métier de diététicien. En fait, au final, il y a peu de postes parce que tous les diététiciens ne souhaitent pas faire des consultations en libéral. C'est vrai qu'en milieu hospitalier, dans les centres, etc., il y a pas non plus pléthore de demandes, en fait. Et donc, bah, à un moment donné, ils ont fait des études, ils doivent se nourrir, donc malheureusement, ils sont obligés à un moment donné d'aller vers, entre guillemets, la facilité. Et je suis sûr qu'il y en a plein, en fait, qui sont profondément, en fait, contre ce genre d'entreprise, mais c'est juste pour une question de se nourrir, quoi, tout simplement. Je ne fais pas le procès des gens qui y travaillent, attention, loin de moi l'idée d'aller critiquer les diètes qui travaillent là-bas. Ce que je critique, c'est qu'une ancienne a le droit d'utiliser le terme de diététicien pour vendre des trucs, Oui, pour bien vendre du sûr. régime. On sait que ça dégrade la santé mentale des gens et pour faire du business avec des compléments alimentaires. C'est ça que je dégrade. C'est plutôt les enseignes plutôt que les diététiciens qui travaillent. Pour moi, Ouais. les diététiciens qui travaillent là-dedans sont des victimes, hein. C'est important qu'on ne jette pas la pierre aux diététiciens, qu'on ne les considère pas finalement comme voilà, qu'on ne se trompe pas d'ennemis. Le diététicien qui travaille chez Nature House, dans n'importe quelle enseigne, il faut bien qu'il gagne sa croûte, c'est pas le problème. Ce qui est en fait, c'est le système qu'il exploite et qui permet d'utiliser le terme de diététicien. C'est-à-dire que ce qui est dégueulasse, c'est qu'une enseigne comme Nature House qui ne fait pas de la diététique. Parce que la diététique, c'est l'art de prendre soin de soi par des choix alimentaires. Vraiment, ça tend vers la santé, ça ne propose pas des régimes. Les régimes, par définition, amaigrissants, sont antidiététiques de vendre des produits en disant ben ouais, on est des cautions du coup. Ben nous, venez chez nous, il y a des diététiciens, mais ils ne font pas de la diététique. On ne permettrait pas de faire la même chose avec un kiné. On ne pourrait pas dire ben, venez dans nos trucs, il y a des kinés. S'il y avait une enseigne qui faisait du business avec ça, il y aura un cadre éthique autour. Donc c'est aussi ça, il faut qu'on protège notre profession, il faut qu'on la sécurise, il faut qu'on soit aussi les garants aussi, nous, d'une qualité. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que quand on vient voir un diététicien, ben, de se dire, bah ouais, en face, on a un professionnel de santé qui a une démarche de soins qui est pensée, qui est articulée et qui est éthique. Donc, qui va, comme tu le disais, penser en termes de bénéfices-risques et qui ne va pas déroger de ça. Aujourd'hui, moi, j'ai une amie qui m'a dit, bah, Florian, dans ma ville, il n'y avait pas de diététicien, je suis allé chez Nature House. Putain, je suis désolé pour toi. Tu n'as pas eu du soin diététique, tu as eu la vente de compléments alimentaires et des pratiques de régime. C'est anti-diététique, je suis désolé. Tu n'aurais pas dû. Le fait qu'on puisse utiliser le terme de diététicien pour faire ça, c'est ça qui est scandaleux. C'est ça ce qui est scandaleux. Et donc, il faut vraiment qu'on protège notre métier et qu'on soit nous les garants en fait d'une expertise et de pratiques éthiques et de pratiques, j'ai envie de dire, euh, basées sur les preuves aussi. C'est de se dire la pratique des régimes, on a des données qui nous montrent que les régimes amaigrissants, ça ne fait pas maigrir. Donc, tout Ouais, ça ne simplement, il fonctionne faut pas. arrêter d'en donner, c'est tout. En bas. Par contre, j'ai jamais réussi à retrouver la source qui donnait le chiffre en fait avancé, donc qui dit que 90% des régimes amaigrissants ne fonctionnent pas sur le long terme. J'ai jamais réussi à retrouver la source. Je sais pas si toi, tu as des données par rapport à ça. Parce que c'est vrai, c'est ce qu'on dit souvent, hein. On dit, bah voilà, il y a 90% de chances qu'un régime amaigrissant en fait, ne fonctionne pas sur le moyen terme. Et c'est vrai que j'ai jamais réussi à retrouver les études qui montrent ça, justement. Je sais pas si tu as plus d'infos par rapport à ça, sinon c'est pas grave, hein. Ouais, en fait, je crois que c'est un peu des mythes. En fait, on ne sait pas vraiment. On sait juste que globalement, statistiquement, il y a plus de chances de. La probabilité de perdre du poids avec des régimes est assez basse, mais on n'a pas vraiment de chiffres très précis là-dessus, je crois. Mais aussi, il faut prendre en compte, il n'y a pas que l'inefficacité des régimes, il y a aussi les conséquences d'en suivre. Altération de la santé mentale, augmentation de troubles des conduites alimentaires. Et ça, c'est quand même pas anodin. Tu vois, c'est un petit peu comme si on regardait dans le Vidal, on disait, il y a tous ces effets secondaires. Si vous avez vraiment envie de faire ça, il y a tous les effets secondaires là possibles. Et ça ne marche pas, que vous ayez une moins bonne relation avec, vous altériez votre santé mentale, que vous développez des troubles des conduites alimentaires, est-ce que vous avez envie de le faire? Tu vois? Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de se dire notre métier
ne pourra se tirer vers le haut que quand il aura aussi, justement, proposera du soin qui est basé sur les preuves. Se dire, aujourd'hui, on n'a pas de preuves qui montrent que faire des régimes pour perdre du poids, ça aide à gérer son poids. On n'a pas de preuves. On a même plutôt des éléments qui montrent que c'est l'inverse. Donc, le principe de précaution devrait nous dire non, on ne peut pas vous donner de régime amaigrissant. C'est pas éthique. Bah Ça me semble écoute, la base ouais, du soin, quoi. c'est sûr que là, c'est pas du tout du soin de proposer des régimes restrictifs. Puis après, le problème, c'est qu'il y a aussi des effets de mode. Genre là, par exemple, c'est la mode du jeûne intermittent, c'est la mode du régime cétogène. Et c'est vrai que toutes ces modes, elles desservent en fait la santé publique et les diététiciens en fait qui sont remplacés par ces régimes. Ou pire, qui rentrent dans ces logiques aussi, qui rentrent dans ces modes. Ouais, c'est ça. Et sans Parce se qu'au poser final, la souvent, question, c'est des régimes effectivement, de la validité restrictifs. scientifique, quoi. C'est- Ça, c'est tout le problème hein, de ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux et des médias qui est souvent en fait peu prouvé scientifiquement. Il y a beaucoup de désinformation. Et puis les réseaux sociaux, c'est un peu polarisant. Donc, ce qui marche, c'est en fait les biais de négativité. Bah, c'est tout un problème, les réseaux sociaux. C'est pour ça que moi, en fait, je milite pour que les diététiciens soient sur les réseaux sociaux. Après, effectivement, il y a parfois certains confrères et collègues qui, bon, je veux dire, qui ont des pratiques qui peuvent être discutables au niveau éthique. Mais je pense en tout cas que c'est important qu'on ait un maximum à essayer de promouvoir la profession aussi sur les réseaux sociaux, parce que sinon, si on n'y est pas, bah, les autres, ils vont y aller. Hein. Les influenceurs fitness, ils y sont déjà depuis 10 ans sur les réseaux sociaux, donc on a un peu de retard déjà à ce niveau-là. Bien sûr, bien sûr. Et c'est aussi le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand quelqu'un euh, veut chercher du soin, il n'a pas le réflexe d'aller regarder les pages jaunes, d'aller regarder dans sa ville. Il aura le réflexe d'aller sur Instagram et de regarder les fameux experts d'Instagram. Et il y a presque, c'est presque inversement proportionnel. Plus tu es médiatisé sur Instagram, généralement, moins tu as d'expertise, quoi. Les experts sont pas tant que ça sur Instagram, quoi, ou sur Facebook ou sur TikTok. Les experts, ils travaillent dans leur cabinet, quoi. Ils n'ont Ouais, pas bien que sûr. ça à faire. Et on doit être aussi là, tu as raison, on doit être là aussi pour dire, bah, attendez, voilà, notre métier, c'est ça existe, il y a d'autres alternatives à ça, et nous, on est un peu les garants de ça. Et pour ça, il va falloir aussi que les diètes, justement, ne s'alignent pas sur les influenceurs fitness. Ouais, bah Et ça, on revient c'est en dur termes parce d'éthique. que les influenceurs fitness, donc ils ont déjà, entre guillemets, pour la plupart, 10 ans d'expérience, et donc ils savent comment, entre guillemets, manipuler les algorithmes en leur faveur. Donc, ben, par exemple, un petit diététicien qui a une petite communauté, parfois il va s'en inspirer pour essayer aussi tu vois, de générer plus de vues. Disons que les algorithmes, en fait, Instagram et compagnie, ils marchent beaucoup sur générer des émotions très très vives. Ouais, Et pour générer des émotions très très vives, il ne faut pas dire des trucs très intelligents, il faut dire des trucs très choquants. Moi, je le vois, même des fois, je dis des trucs très intelligents sur Instagram. J'essaie en tout cas. J'essaie de on dire des essaye trucs un peu tous. intelligents et ça fait pas de vue. Et puis, des fois, je vais faire un coup de gueule, un truc, c'est débile, ça n'a aucun sens. Je vais faire un petit coup de gueule un peu spontané. Et là, ça va Ça faire fait des du vues. vue. Ça fait Bah, des c'est le vues, biais de même si c'est pas un coup négativité, de ça. gueule. Et c'est hyper frustrant de se dire, mais moi, en fait, j'ai fait une super vidéo qui parle de ça, et il y a 90 vues, il y a 90 likes, et je fais un coup de gueule débile, où là, ça va faire 400 likes, quoi. Il y en a, c'est x5, quoi. Donc, Ah, mais je ces suis tout à algorithmes fait sont faits, d'accord. Hein. pas faits pour la qualité, quoi. Ils sont faits aussi pour le spectaculaire. Et c'est ça qui est un peu C'est problématique pour nous, c'est comment on va pouvoir être là et utiliser ces algorithmes sans faire les petites putes, quoi. Sans se prostituer, parce que c'est toujours le problème, quoi. Mais j'ai un exemple aussi personnel. J'ai créé un short, parce que pourtant j'en crée du contenu entre les podcasts, les shorts que j'extrais des podcasts ou des TikTok, enfin bref, pour l'appellation Reels, TikTok, Short, etc. J'en fais du contenu, hein, et du coup qui est intelligent, vu que j'essaye d'interagir avec des experts, des médecins, des diététiciens, etc. Et ben, j'ai posté un short sur YouTube. Elle a fait, le short a fait 17 000 vues. 17 000 vues, sachant que j'ai même pas 1 000 abonnés hein, sur YouTube encore. Et le post, c'était même pas de la nutrition. C'est juste moi qui avait mis bêtement, un peu en suivant les modes de TikTok, etc. J'avais mis 4 ans de podcast euh, avec une image et puis une deuxième image.
€0 de touché. Le business plan n'est pas bon. Et en titre, j'avais mis un titre un petit peu, comme on dit, putaclic. J'ai dit, je suis pété d'oseille. Bah, ça, 17 000 vues. Et Ouais. j'étais frustré. J'étais en mode, mais regardez pas ça. Ça, c'était une petite blague, comme ça, une boutade un petit peu pour de l'autodérision. Mais regardez mes autres contenus. Je veux dire, c'est comme, j'ai interviewé vraiment des super personnes, vraiment des experts même reconnus. Le professeur Cani de l'UC Louvain, c'est un des experts mondiaux. En fait, je pense que les gens ne se rendent pas compte, mais c'est un des experts mondiaux dans le microbiote Dans intestinal le à l'heure microbiote, actuelle. bien C'est un sûr. des plus connus, renommés, avec professeur Delzen et professeur Karine Clément sur Paris. Euh, et ben, au final, le podcast n'a pas énormément de vues. Et à contrario, j'avais fait un podcast, enfin, je vais pas dire à l'arrache parce que ce serait lui manquer de respect, mais j'ai fait un podcast avec un étudiant que je suivais pour son TFE, donc il avait fait un TFE sur le lien entre l'alimentation et le taux de testostérone. Donc je l'avais pris en podcast avec moi à l'époque. Le podcast est très court. Je, même pas, je pense qu'on peut même pas dire que c'est un podcast. Parce que je pense que la vidéo fait genre 8 ou 9 minutes. En gros, il parlait de son sujet de TFE par rapport à ça. Et j'avais mis un titre putaclic. J'avais mis booster votre testostérone grâce à l'alimentation. Pareil, 10 000 vues. Bon, sur plusieurs années, les 10 000 vues, mais je suis en mode, mais il est où le juste milieu? Je veux dire, à l'époque, il était encore étudiant en diététique et il a fait plus de vues grâce à son sujet, bah, un petit peu, c'est vrai, recherché, pour certains hommes en tout cas. Et bah voilà, des professeurs qui sont interviewés et qui font peut-être 500, 1000 vues. Et c'est vrai que parfois, c'est frustrant. Voilà. Bah, tu vois, moi aussi, je passe mon petit coup de gueule. Regardez mes autres contenus, bordel. Ouais, c'est ça, c'est d'utiliser les codes en fait. Euh, et, par exemple, je vois des gens qui s'en sortent plutôt bien. C'est comme Benoît que tu as interviewé. Bah, il arrive à faire des trucs en fait avec beaucoup d'émotions basés sur l'humour, qui fait passer des messages intelligents. Et ça, je trouve que c'est bien fait. Il arrive à, tu vois, à aller chercher les émotions, les trucs, Ouais, tout en disant du contenu intelligent. C'est ça qui est un petit peu difficile pour nous. C'est de pouvoir à bien la sûr. fois mobiliser, tu vois, utiliser comment marche l'algorithme et pour faire de l'intelligence, et sachant que l'algorithme, il n'est pas fait pour faire de l'intelligence. L'algorithme, il est fait Ouais, pour il a nous fait abrutir. pour faire du vu et Il est de fait la pour nous rétention abrutir. d'audience. Ouais, il est fait pour nous abrutir, en fait. Hein, On c'est passe le clairement. plus de temps possible sur les réseaux sociaux, hein. Ben, un autre confrère que je trouve très intéressant et sa chaîne YouTube marche plutôt bien par rapport au contenu qu'il produit qui est vraiment de super qualité. Moi, je suis très, enfin, j'adore en fait ce qu'il fait. C'est le docteur Kevin Cessel. Il fait vraiment des vidéos explicatives et très based, scientifique based. Et je suis vraiment impressionné en fait par la qualité qu'il apporte et le soin qu'il apporte à ses contenus, à ses vidéos. Moi-même, parfois, voilà, des fois quand j'ai besoin d'informations, je regarde ces vidéos et puis ensuite je fais bien évidemment des recherches annexes, mais c'est vraiment une bonne base pour les étudiants en diététique et même pour les diététiciens sur certains sujets en tout cas. C'est super de voir qu'on peut utiliser les réseaux à bon escient. Parce que, tu vois, c'est le succès de Jimmy Mohamed, en fait. Comment ça marche, lui? Parce qu'il fait que des trucs très dichotomiques. Donc, le cerveau, ça crée des émotions. Ça, c'est de la merde, ça, c'est bon. Et il fait que des trucs très spectaculaires. Mais tu vois, le résultat, c'est que c'est de la désinformation. C'est-à-dire qu'il Oui, bien utilise les sûr. codes parce que pour sa notoriété, pour vendre ses bouquins, pour faire sa merde. Mais tu vois, c'est ça qui est subtil, tu vois. Mais ce qui est C'est pas non dommage, plus c'est que un je job trouve qu'il y facile. a Hein. ce qui est dommage, c'est parce que parfois, je trouve qu'il dit des choses intéressantes et intelligentes. Bah, après, normal, c'est un médecin. Mais c'est vrai que du coup, son image est un peu salie par le fait qu'il est parfois un peu trop extrême dans ses positions. Mais c'est volontaire. Il sait que ce qu'il dit, c'est de la merde. Il est trop intelligent pour. C'est un choix, en fait, éditorial. C'est-à-dire, je dis des Ouais, il trucs essaye radicaux, d'utiliser l'algorithme. Ouais. dichotomiques, parce que ça crée des émotions. Quand je prends le paquet de gâteaux, je dis ça, faut surtout pas en manger, c'est de la merde. Il sait lui-même que ça manque de nuances, il en a conscience. Mais ce qui Ouais, lui ouais. intéresse, c'est d'avoir le maximum de vues. Le seul problème, c'est que ce message, du coup, devient un message qui est éthiquement problématique parce qu'il induit finalement une catégorisation des aliments qui est problématique et qui crée une anxiété qui fait dysréguler les gens en termes de nourriture. Donc c'est ça qui est un peu problématique. Il a bien compris comment ça marchait. Je pense qu'il est suffisamment intelligent pour avoir conscience que ces vidéos, c'est de la merde. Mais il s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est faire des vues pour sa notoriété et vendre ses bouquins. Donc c'est ça qui est problématique, tu vois. Ça marche comme ça, Instagram. Et c'est pour ça que tu vois, comment on va être des résistants dans ce truc-là, comment nous,
Bah, diète, c'est difficile, hein. comment on va être des résistants, mais on fait de notre mieux. Mais il faut qu'on soit là, tu as raison, il faut qu'on soit là pour pas qu'on démissionne. Bah ouais. Bon, bah voilà, écoute, Florian, je sais pas si tu as un dernier petit mot pour l'audience à faire passer. Un Pas petit mot de oublier que la nous, les fin. diététiciens, ne pas oublier que nous, les diététiciens, voilà, on a vraiment un rôle hyper important à jouer en termes de santé publique, que c'est par le gain d'expertise qu'on va vraiment apporter ça. Il faut vraiment croire en notre profession, il faut vraiment croire en notre profession, parce on est important, on est un métier indispensable. Donc, gardons ça à l'esprit, gardons ça à l'esprit, gardons que notre métier, il est noble et qu'on va en prendre soin, qu'on va s'occuper de ce métier pour le tirer vers le haut. C'est voilà le mot de la fin pour moi. Bah écoute, Florent, merci beaucoup pour ton temps et ton implication dans ce podcast. Et je te souhaite une belle journée. Au revoir. Merci Arthur.